Bonjour, merci de commencer cette semaine sur TV 78. C'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les principaux titres de ce lundi. Ils étaient 5000 collégiens aujourd'hui au château de Versailles, venus des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Ils ont participé à une journée citoyenne en partenariat avec la Fondation Paris Saint-Germain, Children First. Et Thiago Silva, le joueur parisien, était présent. Les journées nationales du don pour la Croix-Rouge, c'est jusqu'au 26 mai. Des milliers de bénévoles sur le terrain, une action indispensable à la poursuite de leur activité. Nous en parlerons avec nos invités en plateau. Et puis, petit détour par Cannes. Cette semaine, nous irons chaque soir rencontrer des Yvelinois présents pour le festival. Ce soir, focus sur les rendez-vous des exploitants de salles. Les départements même des Yvelines et des Hauts-de-Seine poursuivent leur collaboration. Ce lundi, au château de Versailles, 5000 collégiens des deux départements étaient présents pour un programme qui se voulait vivant, ludique et créatif. Marilène Yapichino. Habituellement fermées le lundi, les grilles du château de Versailles ont accueilli 5000 collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour une journée spéciale. Une visite imaginée par les deux présidents des départements qui confirment leur forte collaboration. Elle est très facile, elle est très fluide et nous espérons bien que d'ici la fin de l'année, nos deux départements n'en feront plus qu'un seul. Les élèves de classe de 4e ont bénéficié d'une visite ponctuée par un orchestre et d'ateliers sur l'éco-citoyenneté. La chambre de Louis XVI, la chambre de la reine, les salons. Un engagement commun pour l'égalité des chances. 84 collèges des deux départements ont pu participer. L'égalité des chances, ça veut dire que chaque enfant de nos départements, quel que soit son quartier, quelle que soit sa commune, quel que soit son milieu social, doit pouvoir accéder à la culture parce que c'est la clé pour réussir ensuite ou sa vie professionnelle et ou sa vie d'homme. Je crois que c'est notre mission de transmission qui se joue ici. Et le fait que nous puissions dédier ce jour de fermeture du château de Versailles à tous les scolaires est une magnifique idée et qui a permis d'intensifier un programme qui existait déjà. Cerise sur le gâteau, la visite du capitaine de l'équipe de football du Paris Saint-Germain. La fondation Les Enfants d'abord du club est parraine de l'événement. Quand je suis arrivé là, les enfants ont commencé à crier et tu vois que dans le visage de chacun, ils ont été très contents à me voir. Et pour moi, ça me touche beaucoup ça. Une journée riche en souvenirs, il est d'ores et déjà prévu qu'elle soit reconduite en 2020 et 2021. Jusqu'au 9 juin se déroulent les semaines du développement durable. C'est à Saint-Quentin en Yvelines. Plusieurs communes associées afin de proposer un programme le plus complet possible entre rencontres, ateliers, expositions et jeux. Et ce week-end, un village climatique itinérant a fait escale à Voisin, le Bretonneux. L'occasion de présenter les plans climat et paysages de l'agglomération. La vélostation lancée voici un peu plus d'un an. Mais pas seulement. Écoutez ces quelques visiteurs. On met en avant justement les circuits courts, j'ai vu. Là, j'ai vu que l'ALEC était sur place, donc c'est super. Donc voilà, puis ça me permet aussi de montrer à mon garçon que sur Voisin, on fait des choses. Et justement, ça serait bien qu'on en fasse encore plus. Pour une ville nouvelle, je crois que c'est sympa, quoi. Bon, c'est vrai qu'on est bien placé parce qu'il y a la vallée de Chevreuse, il y a les bois qui sont pas loin. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites pour l'environnement. Et le programme complet des semaines du développement durable est à retrouver sur le site de Saint-Quentin en Yvelines. Je reçois à présent deux invités. Bonjour à vous. Bonjour. Denis Largetot, vous êtes vice-président de la Croix-Rouge et Anaïs Fayard, vous êtes la directrice locale urgence et secourisme. Nous allons parler des journées du don qui viennent de débuter ce week-end. Elles se poursuivent jusqu'au 26 mai, jusqu'à la fin du mois de mai. Les bénévoles vont à votre rencontre pour récolter des dons qui leur permettent ensuite de poursuivre leurs actions. On va tout de suite faire un premier bilan de ce week-end. Est-ce que les donateurs ont été généreux ? Un peu moins généreux que l'année dernière. Nous sommes en recul de un peu plus de 18%. Mais bon, oui, tout de même. Mais bon, on a encore une semaine pour essayer de rattraper notre retard et on invite tous les gens à nous retrouver sur les bords de la Nationale 10 ou au marché à Maurepas ou à Montigny. Quel est l'accueil généralement des gens justement quand vous allez à leur rencontre ? Est-ce qu'ils ciblent bien, on va en parler ensuite, mais est-ce qu'ils ciblent déjà vos actions ? Ah oui, je pense que la Croix-Rouge maintenant a une réputation quand même qui n'est plus à faire. Tout le monde nous connaît. Donc les gens reviennent avec... nous recevons un bon accueil. Il n'y a pas de souci là. Je vais donner quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte de à quoi sert votre argent. Justement, 1 euro, c'est
un repas, 4 €, c'est un kit d'hygiène, 10 €, 30 couvertures de survie pour un poste de secours, 30 € consultation médicale, 60 €, c'est la formation de bénévoles pour la prise en charge notamment des malades d'Alzheimer. Ce sont des actions très diversifiées. Vous intervenez sur l'urgence, sur le secourisme. Ça représente quoi dans la part d'activité déjà de la Croix-Rouge au quotidien sur l'unité de Saint-Quentin en Yvelines? Alors par rapport, je ne sais pas, j'ai aucune idée des chiffres que notre. Ça représente. Naïs, excusez-moi, ça représente une activité très importante pour l'UL. Les secouristes sont présents pratiquement tous les week-ends sur des actions. Alors justement, comment vous intervenez, où vous intervenez concrètement? Alors en fait, il faut savoir que les organisateurs d'événements maintenant ont l'obligation d'assurer les secours, donc ils se tournent vers nous pour qu'on assure la sécurité de leur poste. Ils nous donnent toutes les informations du public attendu. Est-ce que c'est une manifestation sportive ou pas, le nombre de personnes. Suite à ça, on fait un dimensionnement et on va sur le poste le jour J avec du matériel, des personnes formées, des secouristes formés. Et là, notamment au mois de mai-juin, on sort tous les week-ends. Et malheureusement, on ne peut pas accéder la plupart du temps aux demandes en semaine, puisqu'on est salarié par ailleurs. Donc la semaine, c'est plus compliqué. Qui interviennent sur le terrain. On va parler du bénévolat dans un instant. On a un aperçu déjà du travail que vous menez. Quels sont les autres domaines d'activité? Les autres domaines d'activité, c'est d'abord en premier lieu l'épicerie sociale. Nous avons l'année dernière fait l'équivalent de 300 000 repas. Ce qui est quand même pour cette UL important. Oui, qui couvre Saint-Quentin en Yvelines, ce sont les 12 communes de l'agglomération, donc c'est assez important. Oui. Tout à fait. Et ensuite, nous avons des actions, la Vestiboutique, qui reçoit donc les gens qui ont besoin de se vêtir. Nous avons aussi une halte Alzheimer, nous avons aussi une halte bébé parents. Donc nous multiplions les actions qui permettent aux gens qui en ont besoin de venir, de se reposer que pour la halte Alzheimer, par exemple, ou d'être pris en charge par des gens pour la halte bébé. C'est important. On a besoin de bénévoles pour ouvrir encore plus, parce que malheureusement, on ne peut pas ouvrir la totalité de la semaine. L'UL, c'est important à savoir, l'UL est ouvert 365 jours par an. Donc, on ne ferme jamais les bénévoles. Donc il faut fonctionner. Vous avez à disposition combien de bénévoles aujourd'hui environ 160. 160. Donc ces journées sont aussi du don, sont aussi l'occasion pour vous de sensibiliser au bénévolat. Quel est le profil du bénévole aujourd'hui? C'est tout à fait ouvert. C'est tout à fait ouvert. C'est très varié. Ça va de l'étudiant au retraité, puisque personnellement je suis retraité. Mais c'est très varié. On accepte tout le monde, toutes les bonnes volontés. Les bénévoles qui interviennent sur les différentes activités, sur les vôtres en l'occurrence, sont aussi de tout profil? Tout profil. J'ai des personnes qui ont 16 ans jusqu'à, je pense, 70 ans. On fait du secourisme, on fait aussi de la formation aux gestes de premier secours. Donc il y a les deux profils. Au niveau des métiers qui nous rejoignent, il y a des gens dont c'est le métier, qui sont pharmaciens, médecins. Il y en a d'autres qui vont travailler dans les avions, d'autres qui vont travailler dans des centres aérés. Les profils sont vraiment... Il n'y a pas de crise du bénévolat? Si, malheureusement, les gens s'investissent moins, ils sont plus... disons que pour l'instant, on se rend compte que c'est sporadique. C'est-à-dire que la personne va venir, voilà, comme la consommation. La personne va venir une demi-journée tous les mois, par exemple, alors qu'on a besoin de plus de personnes qui viennent plus souvent. D'abord parce que il faut remplacer ceux qui ne peuvent pas être là totalement tous les jours. Et puis donc on a besoin de, par exemple, la halte bébé, on ne peut pas l'ouvrir toute la semaine, alors qu'il y aurait des demandes. Parce que parallèlement, il y a des demandes, même si à côté de ça, l'engagement des bénévoles est moindre. En tout cas, il y a moins de bénévoles pour s'en occuper. Mais les demandes du public, du grand public, restent importantes. Tout à fait. Merci à tous les deux d'être venus. Le site internet de la Croix-Rouge s'est affiché. N'hésitez pas à donner. Vous pouvez aussi aller à la rencontre des bénévoles. C'est même eux qui viendront à votre rencontre pour récolter des dons et puis sensibiliser au bénévolat, on l'a bien compris, pour que vous puissiez donner aussi un peu de votre temps. Merci à tous les deux d'être passés évoquer ces journées du don pour la Croix-Rouge en ce moment. Solidarité toujours avec le rôle des familles d'accueil et des assistants familiaux. Les Yvelines en comptent près de 600, un métier à plein temps pour donner cadre et attention à des jeunes en difficulté, des jeunes mineurs, parfois tout juste majeurs, mais toujours en difficulté. Rencontre signée Mélanie Poquet. Ce pantalon, c'est le pantalon quand est arrivé.
donc vraiment tout petit. Et aujourd'hui, ça donne ça. Voilà, à chaque fois qu'on le regarde, on rigole, quand on est mort de rire avec les enfants, parce qu'on se dit comment elle est arrivée, aujourd'hui elle est grande comme ça. Les souvenirs, Aïcha Farr conserve tout. Il y a 5 ans, cette Yvelinoise accueille une petite fille de 2 ans, aujourd'hui encore présente au cœur du foyer. C'était son premier accueil comme assistante familiale. Dans mon métier, on n'est pas toute seule. Ça implique toute la famille. Tout notre entourage aussi, familial. Donc pour moi, on est une famille d'accueil. Dans un contexte où mes frères, on a tous travaillé dans le milieu du social. Et puis ma mère, elle nous a transmis ce don d'aller vers les autres et ce don de soi. Cette vocation, elle la partage avec son mari, lui aussi assistant familial, et l'a transmise à sa fille Samia, 24 ans, actuellement en formation. Une formation totale de 300 heures. La formation, elle dure 2 ans. On y est 2 jours par mois, donc c'est pas énorme. Ça nous permet de nous organiser pour la garde des enfants au cas où ils ne sont pas scolarisés. Ça permet aussi de pouvoir dialoguer avec d'autres collègues, échanger des idées, échanger notre quotidien. En 7 ans, Aïcha et sa famille ont accueilli près de 20 jeunes, des enfants mais aussi des adolescents. Comme Léa, aujourd'hui majeure, la jeune fille n'hésite pas à revenir dans cette famille qui l'a reçue un temps. À la base, j'étais venue en accueil d'urgence. Et j'étais venue pour une soirée, mais au final, je suis restée presque 1 an. Donc, ils m'ont accueilli comme leur famille, comme si je faisais déjà partie de la famille, en fait. Donc, c'est ça qui a fait que je suis restée, je pense aussi. Aïcha et Samia travaillent pour le SDAFI, le service d'accueil familial du département. Les Yvelines peuvent accueillir jusqu'à 1400 jeunes dans le besoin. Les assistants familiaux s'occupent d'enfants de la naissance à leurs 21 ans. On peut très bien avoir des parents qui nous disent « moi, j'en peux plus, je ne peux pas assurer une vie correcte à mes enfants ». Donc en fait, ils peuvent avoir une sorte de placement volontaire par les parents. La plupart du temps, ce sont des placements qui sont les placements en fait, faits sur une décision du juge. Selon les cas, les parents conservent leur autorité légale. Aujourd'hui, les Yvelines comptent près de 600 assistants familiaux. Dernière ligne droite avant le scrutin européen du dimanche 26 mai. Comme chaque soir, dans notre journal, notre rendez-vous pour mieux connaître les propositions des candidats. Aujourd'hui, William Martinet, président de l'UNEF, est candidat sur la liste de la France Insoumise. Le 26 mai, toutes les Françaises et tous les Français vont pouvoir, avec leur bulletin de vote, s'exprimer. Et je pense que ce bulletin de vote, il doit servir à au moins 2 choses. D'abord, sanctionner Emmanuel Macron. C'est le premier scrutin depuis les élections présidentielles de 2017. Nous avons un président qui a mené une politique antisociale, anti-écologique, et il faut être capable de le sanctionner dans les urnes. Mais aussi, plus loin que ça, le 26 mai, c'est l'occasion de réorienter la politique européenne. Nous avons besoin de coopération à l'échelle de l'Europe, notamment pour répondre à l'urgence climatique, et c'est ce que les députés de la France Insoumise vont faire. C'est une politique d'abord qui se donne les moyens de sortir des traités européens. Les traités européens, comme ils sont faits aujourd'hui, ils organisent la concurrence sociale et la concurrence fiscale. C'est la course au dumping social et fiscal, et donc évidemment ça creuse les inégalités, ça dégrade les conditions de vie de tout le monde. Il faut d'autres règles du jeu au niveau européen, et la condition pour ça, c'est d'abord de sortir des traités. Il faut préserver nos services publics, notamment ceux de transport et de l'énergie. Si nous voulons faire une transition écologique, nous avons besoin d'organiser un transport bas carbone. Ça veut dire compter notamment sur le ferroviaire, alors même que, en ce moment, la Commission européenne et le président de la République ouvrent à la concurrence, privatisent à tour de bras. Et puis, plus généralement, une proposition que nous faisons à la France Insoumise à l'échelle européenne, ce serait de mettre en place ce qu'on appelle une règle verte. C'est-à-dire plutôt que la règle absurde de refuser les déficits publics, nous proposons une règle d'intérêt général qui est de ne pas prélever dans l'écosystème plus que ce qu'il a la capacité de renouveler. C'est ce qu'on appelle la règle verte, et c'est ce que nous défendons à la France Insoumise.
Et toutes nos séquences avec les candidates et candidats à ce scrutin européen en France sont à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Nous parlons économie à présent avec des chefs d'entreprise portugais à la rencontre du marché français. Un petit déjeuner d'affaires s'est tenu à Versailles sur cette thématique. Objectif, mieux comprendre le fonctionnement des entreprises portugaises et nouer des relations. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude. Faites des affaires au Portugal. Voici comment on pourrait résumer cette matinée d'échange à Versailles. Co-organisée par 2 sociétés franco-portugaises de conseil en entreprise, une vingtaine d'entrepreneurs avaient répondu présents. Il y a plus qu'1,5 million Portugais qui sont en France. Donc la réaction, c'est une réaction très bonne d'affirmation de la communauté et notre économie, elle se développe en tout cas avec cette relation de confiance. Depuis ces dernières années, le Portugal bénéficie d'une des meilleures croissances économiques de la zone euro. Tourisme, métallurgie ou encore commerce extérieur, les opportunités d'affaires y sont nombreuses, aussi bien pour les entreprises versaillaises que portugaises. On a connu des gens très intéressants, des entrepreneurs qui veulent travailler avec nous, qui sont curieux, qui vont voir ce qu'on fait. Et ce que nous apporte, c'est qualité européenne, toutes les certifications dans notre métier et un prix très compétitif. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup interpellé dans la présentation, c'est tout bêtement le chiffre du PIB par tête, par habitant. On est à 15 000 € au Portugal, j'ai regardé combien on était en France, on est à 35 000. Vous faites le ratio des deux, vous avez compris, et que le coût du travail au Portugal rend le pays extrêmement attractif, notamment pour les activités de service. Après cette première édition positive pour les organisateurs, d'autres rencontres devraient avoir lieu au cours de l'année. Nous retrouvons comme chaque lundi Mickaël Elmidoro en plateau. Bonjour Mickaël. Bonsoir. Et on parle sport, il y avait du basket ce week-end, play-off. C'est pas ça. De basket américain, français. Hein. C'est ça, l'entente Le Chesnay-Versailles peut jubiler. Le LCV 78 a réussi à éviter une remontada ce samedi 18 mai sur son terrain en quart de finale de pré-national. Vainqueur 73-52 à l'aller face à Paris 14. Les hommes de la Cité Royale se sont imposés au retour 81-71 sur leur parquet. On écoute les réactions. Il fallait être concentré, respecter les consignes et jouer au basket. Voilà. Tous les matchs, il faut gagner. Donc même si on était à plus 21 ou plus 30, donc l'objectif c'était de gagner. L'objectif c'était véritablement de jouer pour gagner et surtout pas de jouer pour ne pas perdre. Et c'est ce qu'ils ont fait et du coup ça a fait un match plein. Voilà, ils se sont défendus avec leurs armes et on a encore été plus fort ce soir, donc c'est amplement mérité je pense. Avec ce résultat, l'entente Le Chesnay-Versailles 78 se qualifie pour le Final Four de la division. L'équipe affrontera Meudon en demi-finale sur terrain neutre à Palaiseau pour une revanche dans 2 semaines. Les Meudonnais les avaient battus au mois de février dernier. En cas de victoire, les joueurs de la Cité Royale se verraient propulsés en National 3. Et après le basket, le football, championnat de Régional 3. Trappes a peut-être laissé passer sa chance pour remporter le titre, mais l'équipe a fait un grand pas vers la montée. Les trappistes ont pu faire mieux que match nul, 1 but partout à l'extérieur sur le terrain de Rueil-Malmaison, un résultat qui leur permet d'être 2e à une journée de la fin du championnat. Le S-Trappes conserve 3 points d'avance sur son adversaire du jour et un match nul le week-end prochain pourrait leur offrir la montée. Wilfried. Merci Mickaël pour ce tour d'horizon des résultats du week-end sur les Yvelines. On vous retrouve dans quelques instants pour le 7-8 sport et un point beaucoup plus complet sur l'actualité sportive. Du sport à la culture, plus de 3000 animations, 2 millions de visiteurs le week-end dernier, 15e édition de la Nuit des musées, manifestation européenne. Le territoire yvelinois a forcément répondu présent à l'événement, comme au musée de la ville notamment, où les objets de notre quotidien ont rythmé la soirée. Mélanie Poquet. Même usagés, les objets ne se jettent pas. Les Ixazous l'ont bien compris. Ils démontrent que la musique, ce n'est pas si compliqué. C'est une vue de l'esprit et un petit peu une image, mais il n'empêche que ça montre qu'on peut faire des choses avec des objets qu'habituellement on balance. On distribue un petit document qui récapitule un petit peu ce qu'on a fait, qui donne les dimensions exactes des tuyaux. Et le truc, c'est vous pouvez rentrer chez vous, vous pouvez démonter toutes les tuyauteries inutiles. Le musée de la ville ouvrait plus longuement ses portes à l'occasion de la Nuit des musées, une soirée sous le signe des objets du quotidien. 465 personnes ont répondu présentes. Le public de la Nuit des musées, c'est un public un petit peu différent. C'est sur une proposition en soirée, donc plus conviviale, où le musée est un petit peu vu différemment, on voit toujours de manière un peu austère quand il est ouvert la journée. Là, c'est l'occasion aussi de montrer que c'est un lieu ouvert à tous.
Un succès confirmé dans d'autres sites yvelinois. Au Palais du Roi de Rome de Rambouillet, près de 200 visiteurs ont enquêté sur les mystères du site. Pour cette première de la semaine consacrée au Festival de Cannes, nous partons à la rencontre des exploitants de salles locales, ceux du Grenier à Celles, à Trappes et puis celui du Ciné7 aussi à Elancourt. 6 km seulement séparent les deux cinémas. Miguel Pinault et Luc Beaucamp, leurs directeurs, ont à cœur de venir ensemble sur la Croisette. Ils y dénichent de nouveaux films, ils échangent également avec leurs pairs. Le reportage de Grégory Canalet et Alexis Garneau. 12 ans qu'ils viennent au Festival de Cannes. Leur première, c'était ensemble. Cette année encore, Gaël Pinault et Luc Beaucamp sont venus à deux pour une semaine de cinéma. Un moment qui compte pour eux, une bulle d'oxygène dans leur quotidien d'exploitants de salles. En tant que voisins, on travaille régulièrement ensemble, on discute beaucoup. Et de venir ici, on a les mêmes informations en même temps, on prend du temps aussi ensemble, on mange ensemble régulièrement. On dort ensemble, pas dans le même lit, mais dans le même appartement. Non, mais c'est un moment de convivialité aussi pour nous qui est vachement important dans une année de travail. Au programme de la semaine, rencontres et réunions avec les autres responsables des cinémas Art et Essai. Beaucoup de fils aussi pour assister à des projections accessibles grâce à une accréditation et des invitations, avec en moyenne 1h30 d'attente devant les salles. Pendant toute l'année, on ne regarde pas autant le film que ça. Pourtant, on est programmateur, donc il faut qu'on laisse un maximum. Donc là, on fait le plein de films. Pour ce 72e festival, Luc et Gaël ont vu une vingtaine de films de la sélection officielle à la Semaine de la Critique. 3 ont particulièrement retenu leur attention cette année. On en parle, on a un peu les mêmes coups de cœur. Hein. C'est vrai qu'il y a Papicha, un film qui se passe en Algérie pendant les années 90. On a beaucoup aimé ce film-là et c'est sûr qu'à Trappes, il sera projeté. Il y a aussi Les Misérables de Lajli. Et puis c'est un très beau film d'animation qui s'appelle J'ai perdu mon corps, qui à mon avis sera primé parce que magnifique, un superbe film qu'on a vu. Des coups de cœur que l'on devrait retrouver dans les salles du Ciné7 et du Grenier à Celles dans les prochains mois. Et certains des films en compétition au Festival de Cannes ou dans les sélections parallèles ont été financés en partie par la région Île-de-France. Accompagnement dans le cadre du fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel ou encore aide après réalisation. Le cinéma, un secteur porteur pour la région qui représente plus de 150 000 emplois. Le point avec Grégory Canalet depuis la Croisette. L'Île-de-France bien présente pour ce 72e Festival de Cannes. Cette année, 16 films soutenus par la région sont en lice dans les différentes sélections cannoises. Alors la région alloue un budget de plus de 20 millions d'euros au cinéma et à l'audiovisuel. C'est un secteur porteur pour le territoire. Ce chiffre, en 2017, 4200 CDI créés, une progression de 15% par rapport à l'année précédente. Ces derniers chiffres ont été révélés lors d'une conférence de presse à Cannes en présence de la présidente de la région, Valérie Pécresse. Plus de 150 000 emplois dans la filière cinéma en Île-de-France. Ça veut dire que nous travaillons et grâce à ce travail d'attractivité pour les films, nous créons des emplois, mais dans tous les domaines. Le décor, les effets spéciaux, les techniciens du spectacle. Nous faisons fonctionner des studios parce que nous sommes le Hollywood français, il faut quand même le dire. Nous avons la moitié des studios français sont en Île-de-France. Donc le cinéma, je ne suis pas là uniquement pour parler culture, je suis là aussi pour parler emploi, développement d'une vraie filière professionnelle en Île-de-France. Et jusqu'à jeudi, nous allons faire un focus sur les films soutenus par la région Île-de-France. Celui-ci est en lice pour la Palme d'Or. Les Misérables de Lajli est en compétition dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Le réalisateur de Seine-Saint-Denis le dit lui-même. C'est un cri d'alarme des banlieues parisiennes. Une plongée dans la réalité des habitants de Montfermeil, vue par un enfant de la ville, policier à la brigade anticriminalité. Contrôle de police. Vous faites quoi là? On attend le bus. Vous attendez le bus là? Ça sent le shit ça. C'est bon, ça va, je gère. Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là? C'est moi la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! C'est la fin de cette édition du Journal de la Rédaction. Rendez-vous demain à 18h pour un nouveau direct, 19h pour la première rediffusion. Dans un instant, le 7-8 Sport avec Mickaël Elmidoro. Excellente soirée.